Alors, le TAVI comme un stent. Bon, vous vous rappelez, le premier TAVI, c'était une invention française en 2002. C'était l'équipe du professeur Alain Cribier au CHU de Rouen. Rien à voir avec le TAVI qu'on fait maintenant. C'est un patient très particulier, en choc cardiogénique extrêmement instable. C'est une voie transseptale sans anesthésie générale. Et depuis, énormément de chemin a été parcouru, la technique a progressé, et je voudrais revoir avec vous en fait ce trajet, ce chemin qui a été fait. Pour ça, je vais vous faire le suivi des registres nationaux français, en commençant par France 2, qui était le registre national entre 2010 et 2011, 3200 patients. Et donc à l'époque, on avait 75% de TAVI par voie transfémorale. C'est déjà la majorité, mais on dirait maintenant que 75%. Il y avait une majorité de ces patients qui avaient un TAVI sous anesthésie générale, y compris quand on avait un abort fémoral, hein, puisque 59% d'entre eux avaient une anesthésie générale et une durée de séjour moyenne qui était de 11 jours plus ou moins 8. C'était vraiment une grosse intervention, grosse hospitalisation. Vous me direz à l'époque, c'était des patients complètement différents et très fragiles, c'est vrai. Les pratiques ont progressé avec le matériel qui s'est amélioré, l'expérience des centres qui a grandi, et donc on a essayé de simplifier la procédure et de recourir à des techniques un peu moins lourdes. Et ça s'est vu quand on compare l'évolution entre France 2 avant 2012 et France TAVI, qui est l'évolution de France 2 à partir de 2013, entre 2013 et 2015 notamment. On a les abords transfémoraux qui augmentent, on passe de 73% à 83%. On a l'anesthésie générale qui diminue, mais qui concerne encore plus de la moitié des cas. On a l'ETO périprocédural qui diminue, mais qui concerne encore un tiers des cas. Donc il y a 10 ans, on faisait une ETO pour un TAVI dans un tiers des patients, ce qui à l'heure actuelle semblerait complètement non nécessaire. Et la durée d'hospitalisation diminue, on passe de 9 jours en médiane à 8 jours. Donc c'est pas franc et massif, mais ça diminue. Cette évolution s'est accentuée, toujours le registre France TAVI, jusqu'en 2021, même s'il continue de nos jours. Et vous voyez qu'en 2021, c'est 94% d'abord fémoral. Donc là, c'est écrasant en domination. Il y a quasiment plus d'anesthésie générale, hein, puisque ça représente 5% des cas à peine. Donc globalement, c'est dès qu'il n'y a pas un abord fémoral, il y a éventuellement une anesthésie générale. Et la durée d'hospitalisation, elle a réduit de façon continue, mais vous avez quand même une médiane qui se situe au-delà de 3 jours en 2021. Il y a eu des essais randomisés qui ont essayé de démontrer l'intérêt de cette méthode de simplification de la procédure et qui a été appelée l'approche minimaliste. Il y a notamment eu des équipes allemandes qui ont fait un essai randomisé pour évaluer est-ce qu'on a vraiment besoin de l'anesthésie générale pour faire un TAVI. Et donc ils ont fait cette étude randomisée sur 450 patients de plus de 75 ans qui avaient eu un TAVI entre 2016 et 2018 et ils ont comparé les patients qui avaient une procédure sous-AG versus ceux qui avaient une anesthésie locale et une sédation vigile, avec un critère de jugement composite sur tous les événements importants du post-TAVI, et ce, en rapport avec l'anesthésie éventuellement, donc l'infection requérant des antibiotiques et les lésions rénales dans les 30 jours. Ils n'ont pas évalué en non-infériorité, ils ont évalué en équivalence, et ils ont démontré une équivalence pour le critère composite et pour chacun de ses composants. Ils ont encore allé plus loin, la même équipe, toujours en Allemagne, ils se sont dit: «Mais est-ce qu'on a besoin en fait de sédation vigile? Est-ce qu'on peut pas juste faire une anesthésie locale?» Et donc ils ont publié, dans Circulation et présenté à l'ESC cette année, cette étude randomisée, 750 patients, des TAVI très récents, fémoraux, entre 2022 et 2025. On compare une anesthésie locale avec sédation vigile avec une anesthésie locale uniquement, donc ce qu'on fait en choro à l'heure actuelle. Un critère de jugement composite, décès, complications vasculaires, saignements, infections, événements neurologiques. Et là, ils ont démontré la non-infériorité avec une réduction numérique des événements dans le groupe anesthésie locale uniquement. Donc une approche qui a été démontrée par des essais. Il y a un essai français qui s'appelle FASTAVI 2 qui a été fait par l'équipe du professeur Alain Cribier, le professeur Éric Durand, toujours de l'équipe de Rouen, qui a essayé de protocoliser cette approche minimaliste. Donc c'était une étude randomisée réalisée en France dans 20 centres qui inclut 1800 patients entre 2021 et 2023. Donc c'est des procédures assez récentes. 10 des centres étaient considérés comme contrôle, faisaient le TAVI selon leurs pratiques locales en accord avec les recommandations internationales, et 10 centres étaient considérés comme expérimentaux et donc ont implémenté 10 mesures de qualité de soins. Et je vais voir avec vous ces 10 mesures parce qu'elles sont importantes, même si quand je vais vous les lire, vous allez dire c'est du bon sens. Déjà, il faut informer le patient et sa famille qu'on va faire une approche simplifiée, ce qui veut dire un retour à domicile rapide. Il faut que le patient soit informé, parce que pour lui, le remplacement d'un valve, c'est une grosse procédure, ça lui semble pas évident de rentrer chez lui très vite. Il faut évidemment que l'équipe médicale et paramédicale soit informée. Il faut que le médecin opérateur aille réévaluer son patient le jour même de l'intervention, quelques heures après, et ensuite chaque jour d'hospitalisation. Il faut éviter de faire l'intervention, d'envoyer le patient en salle, et puis pas savoir ce qu'il devient 3 jours après. Il faut programmer l'intervention et les examens qu'on va faire à titre systématique. Tous ces patients vont avoir besoin d'une échographie. Donc idéalement, il faut que cette échographie, le jour même ou le lendemain, soit programmée ou soit actée pour qu'on ne perde pas un jour ou deux pour avoir l'examen. Il faut savoir gérer les troubles de conduction qui vont être parfois observés dans les suites d'un TAVI selon des algorithmes reconnus, et je vais vous en démontrer dans la slide d'après. On va réduire les complications vasculaires en faisant la ponction fémorale en guidage échographie ou fluoroscopie au moment de la ponction initiale et à la fin de la procédure pour vérifier qu'il n'y a pas de complications vasculaires.
On va faire une mobilisation précoce des 4 à 6 heures de la procédure en l'absence de complications vasculaires, avec un environnement surveillé, avec la présence d'infirmières. On va réduire les complications en arrêtant les traitements anticoagulants 48 heures avant, en ne prescrivant les traitements antithrombotiques que ceux qui sont absolument nécessaires après la procédure, et hydrater le patient, réduire les néphrotoxiques, notamment en cas d'insuffisance rénale chronique. Cette étude randomisée, elle cherchait à démontrer qu'on pouvait augmenter la proportion des patients qui rentraient à domicile, pas en convalescence, pas dans un autre service, à domicile dans les 3 jours de la procédure. Voici un exemple d'algorithme reconnu au niveau international sur la gestion et la surveillance des troubles de la conduction post-TAVI pour essayer de simplifier ces procédures. Elle avait été publiée en 2019. Et donc, pour faire simple, si le patient n'a pas de troubles de conduction de base et que la procédure s'est bien passée, 24 heures de surveillance sont suffisants. S'il a des troubles de conduction de base qui sont à risque ou si la surveillance durant l'hospitalisation, la procédure, excusez-moi, il a présenté des troubles de conduction, on peut faire une surveillance de 24 heures en maintenant la sonde de pacemaker transitoire et ensuite évaluer en fonction de l'évolution. Je reviens à mon essai randomisé, je vous présente les caractéristiques des patients. Donc, c'était des TAVI entre 2021 et 2023. Donc, vous voyez que c'est vraiment votre TAVI de tous les jours en France à l'heure actuelle. C'est des patients de 82 ans qui ont un Euroscore à 4,4, qui ont beaucoup de comorbidités. C'est vraiment votre TAVI lambda à l'heure actuelle. Et donc, l'implémentation de ces mesures a permis d'augmenter de façon significative la proportion des patients qui retournent à domicile à J3. On passe de 42% dans le groupe contrôle à 58%, plus de la moitié dans le groupe intervention, et ce, quel que soit le type de valve utilisé. Donc une méthode qui marche. Évidemment, cette méthode n'est pas que française, elle a été faite ailleurs, notamment en Amérique du Nord, et notamment par l'équipe de Vancouver, qui l'a appelée la méthode des 3 M, pour Multidisciplinary, Multimodality, but Minimalist. Je ne vais pas vous la redétailler, ça reprend dans son essence le même principe que la méthode que je vous avais présentée en France, peut-être un petit peu plus précise, notamment au niveau du suivi. Ils n'ont pas fait un essai randomisé, mais ils ont fait une étude prospective internationale, Canada-États-Unis, entre 2015 et 2017. Alors, c'était des patients un petit peu plus sélectionnés, et vous allez comprendre pourquoi. Il fallait quand même une espérance de vie d'au moins 3 ans, il fallait un scanner pré-TAVI parfaitement interprétable, il fallait un abord fémoral non compliqué, donc un diamètre suffisamment important, d'au moins 5,5 mm. Il fallait que le patient n'ait pas de troubles cognitifs, comprenne parfaitement l'information, soit bien entouré, et soit capable de se mobiliser par lui-même avant l'intervention. Et leur critère de jugement principal, c'était mortalité ou AVC à 30 jours, et surtout, le pourcentage de patients qui retournent à domicile dès J1, le lendemain de la procédure. Donc, il y a eu du screening. Je vous ai dit que c'était des patients sélectionnés. Sur les 1400 patients screenés, seulement 411 ont été inclus. Donc, ça ne concerne pas tout le monde, c'est entendu. Mais quand on regarde les caractéristiques des patients inclus, on reste sur des patients d'un certain âge, 84 ans, un STS score à 4,9. Donc, c'est des patients qui sont à risque intermédiaire. Ce n'est pas le patient à très faible risque. Et avec l'implémentation de cette méthode, vous avez 80% de vos patients qui vont pouvoir rentrer à domicile dès J1 de ce remplacement valvulaire aortique percutané sans davantage d'événements cliniques. Et alors, si on pousse vraiment le bouchon au bout du bout, vous avez l'approche ultime de l'approche minimaliste, c'est le TAVI ambulatoire. Donc là, vous allez me dire, mais il n'y a pas besoin de faire un TAVI ambulatoire. Pourquoi faire un TAVI ambulatoire? Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a eu l'infection Covid. Et donc, ça a un peu gêné tous les programmes d'hospitalisation. On craignait que les patients puissent être infectés par le Covid s'ils avaient des hospitalisations prolongées. Et donc, dans ce contexte, pour une intervention qui était nécessaire et qu'on ne pouvait pas forcément décaler à plusieurs mois après, un certain nombre de centres ont mis en place des programmes ambulatoires de TAVI. Donc, c'était des centres qui pratiquaient déjà cette méthode 3M. Ils ont publié leurs résultats. Et donc, vous avez ici cette étude prospective internationale, Canada, États-Unis, Angleterre, qui ont présenté leur première série de sorties le jour même après TAVI. Donc, c'est des patients très sélectionnés. Il fallait qu'ils soient hospitalisés le matin même de l'intervention. Il fallait que le TAVI ait lieu avant midi. Il fallait évidemment que l'entourage soit présent. On excluait les patients qui avaient des troubles de conduction ou des blocs de branche de base, sauf s'ils avaient un pacemaker. Et il fallait que l'organisation post-opératoire soit particulièrement bien cadrée. Donc, 4 heures après l'intervention, le patient bénéficiait d'un ECG, d'une échographie. Il était mobilisé. Il y avait une réévaluation à nouveau collégiale pour décider si on maintenait le principe de la sortie le jour même qui avait été décidé a priori. Et le patient était revu en ambulatoire à J1 ou à J30. Donc, on ne sait pas toutes les raisons des exclusions, mais vous voyez, 2100 patients ont bénéficié d'un TAVI dans ces centres dans cette période. Seulement 5,9% ont été sélectionnés a priori pour cette stratégie de sortie le jour même. C'est une minorité de patients, mais ça a été faisable puisque tous ces patients sont en effet sortis le jour même. Quand vous voyez leurs caractéristiques, vous voyez que ce sont des patients un petit peu plus jeunes, un petit peu moins à risque, moins de comorbidité que ceux que je vous ai présentés précédemment, avec un taux de réadmission dans les 30 jours pour cause cardiovasculaire qui était de 2,8%, donc relativement acceptable. Donc en résumé, le TAVI comme un stent pour quel patient? J'ai envie de vous dire, c'est plus une question d'organisation de service d'abord, avant d'être une question de sélection de patients. Et finalement, un retour à domicile dans les 3 jours doit être envisagé chez tous les patients traités par TAVI fémoral
en l'absence de complications périprocédurales ou de nouveaux troubles de conduction, et chez des patients qui sont entourés, sans troubles cognitifs, capables de se mobiliser par eux-mêmes en préopératoire. Vous pouvez pousser cette stratégie et faire comme les Américains, et envisager un retour à domicile des J1, voire le jour même, mais ça doit être chez des patients particulièrement sélectionnés, avec notamment un abord fémoral à faible risque de complications et pas de troubles de conduction ou un pacemaker préexistant. Merci beaucoup. Merci Paul. Est-ce qu'on a des questions pour Paul sur le TAVI comme un stent? Le micro arrive. Merci, professeur. Et merci, docteur. Et juste une petite question. Alors là, vous nous avez montré tout ce qui s'est fait en Allemagne, au Canada, mais aussi aux États-Unis. Est-ce que vous avez regardé un peu, disons, ce que font les Asiatiques? Les Asiatiques, les Chinois, et puis même au niveau de l'Amérique latine. Alors, il y a eu quelques cohortes publiées sur la sortie le jour même. Je ne crois pas qu'il y avait une cohorte asiatique, là comme ça. Plus récemment, c'était une cohorte anglaise. Après, c'était des populations d'Angleterre, hein, donc c'est des populations assez mixtes. Je ne crois pas qu'il y ait une cohorte spécifiquement asiatique. Mais je ne suis pas sûr à 100% non plus. On a une idée, Paul, du vécu du patient et de la famille quand je vous pousse dehors C'est une très bonne question. avec un grand coup de pied aux fesses. Oui, alors voilà. Donc là, je vous ai présenté, alors, notamment l'étude allemande que je vous ai présentée, il n'y a même pas besoin de sédation. Je ne sais pas si... Souvent, quand je fais une choro à des patients, j'ai le patient qui me dit on ne peut pas faire une anesthésie générale. Et je dis non, pas besoin. Mais en clinique, ils le font. Et ben voilà. Donc cette étude-là sur les hard clinical endpoints, ça marche très bien. C'est non inférieur, c'est super. Il y a eu un questionnaire du vécu des patients et les patients disent on était vachement plus stressés pendant la procédure. C'est vrai. Donc les patients sont plus stressés, sont un petit peu plus anxieux pendant la procédure. Mais finalement, comme en choro. Et ça se passe bien, mais c'est vrai que ça va nécessiter un accompagnement des patients, notamment pendant la procédure. Et ça nécessite vraiment de les prévenir en amont derrière pour pas qu'ils aient l'impression de... Mais on les rend rejeter. surtout un vieillard de 84 ans avec une intervention, une fémorale ponctionnée, peut-être un hématome à sa femme Tout de à fait. 86 ans. Et donc c'est pour ça que j'ai pas insisté Et aux sur enfants qui travaillent, non? Totalement. Et c'est pour ça que j'ai pas insisté sur la sortie des J1 chez tout le monde. Je pense que la sortie dans les 3 jours, c'est justifié et justifiable. La sortie des J1, c'est probablement à sélectionner chez des patients qui seraient très heureux et très demandeurs de rentrer chez eux le plus vite possible. Alors moi, j'en ai discuté avec les collègues de Toulouse et de Marseille, du Sud, qui font énormément de TAVI, avec des centres où ils en font beaucoup. C'est vrai que les publications avec le TAVI ambulatoire, c'est un peu show-off, et c'est vrai qu'il y a peu d'intérêt, et personne ne voit l'intérêt de dire qu'il faut aller trop vite, faire sortir les patients. Tout le monde est content si on fait des journées très courtes, vous sortez, vous êtes surveillé, vous avez le temps de faire les examens le lendemain, les explications, ça va à tout le monde. Après, c'est sûr qu'on est poussé par nos tutelles, nos directions à faire des durées courtes, et on a de plus en plus d'interventions à faire avec avec des contraintes de durée. Donc c'est vrai que ça pousse à aller vite, mais il y a un moment, il faut quand même un petit peu voir comment ça marche, enfin mettre des stops. Et sachant que tout ce qui est ambulatoire J0, ça augmente les tâches médicales, administratives, compte rendu, enfin tout un système qui va de plus en plus vite, et ça fait des journées très chargées. Et comme on n'a pas un personnel qui va augmenter, enfin tu vois, c'est commencé dans l'ambulatoire du Casar, hein. Les médecins, ils passent leur temps à faire les tâches administratives, des papiers de sortie. Donc voilà, c'est une politique à prendre. Le TAVI en UCASAR, pas pour demain. Voilà. Oui, j'ai une question statistique. À 75 ans, qui est devenue la barre inférieure du TAVI, 70. 70, pardon. En Oui, oui. Europe. Quel est le pourcentage de valves tricuspides en règle générale à cet âge-là? Vous savez ou pas? Là, comme ça, j'ai pas le chiffre. C'est la bicuspidie est la maladie congénitale la plus fréquente, c'est 2% de la population générale. Et le bicuspide peut rester, enfin, il n'est pas obligé d'avoir son rétrécissement aortique séré calcifié avant 70 ou 75 ans, donc il peut évoluer et devenir symptomatique à un âge avancé. Il me semble que dans les études, c'est moins de 10% de patients traités par TAVI. Là, comme ça.